Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Vision Channel Africa. Chose promise, chose due. Nous avions promis il y a quelques semaines de revenir toutes les semaines avec des thèmes qui vous concernent et des thèmes proches de vous. Aujourd'hui, on va débattre sur un thème bien particulier, celui du statut des biens communs. À qui profite le statut de bien commun dans un couple quand il y a des biens, quand il y a une entreprise? Et pour en parler aujourd'hui, nous avons trois panélistes, parmi lesquels Anne Manzanza, qui est avocate au barreau de Bruxelles. Entre autres, on a Evra Kandem, qui est auteur, entrepreneur, et Delicia Essono, qui est entrepreneur. Bonsoir, chers panélistes. Bienvenue sur Vision Channel Africa. Anne Manzanza, bonsoir et bienvenue sur Vision Channel Africa. Merci, bonsoir Armel. Bonsoir Evra Kandem, vous êtes auteur. Je vous souhaite la bienvenue sur Vision Channel Africa, vous aussi. Bonsoir. Déjà, je m'appelle Evra Kandem, fondateur de Kandem Agro-Industrie et je suis aussi auteur et entrepreneur. Et déjà, depuis le 25 août, on va inclure l'exploit industriel africain. Merci. Ok, bienvenue sur Vision Channel Africa une fois de plus. Delicia Essono. Bienvenue sur Vision Channel Africa. Je vous donne l'occasion de vous présenter vous-même. Merci, Armel Pifot. Bonsoir. Je suis Delicia Essono de Black Delicious Lab ou Black Delicious Afro Food et j'ai l'honneur de représenter la gastronomie africaine sur Rome que je présente sous un nouveau jour et c'est un plaisir d'être sur ce plateau pour débattre des biens communs dans le couple quand on est entrepreneur, homme ou femme. Comment est-ce que ça se passe? Voilà. Donc, pour commencer, on va commencer avec Anne Manzanza, qui est avocate, bien évidemment spécialiste du droit. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit exposé? C'est quoi le statut du bien commun dans un couple, Anne Manzanza? Merci encore, Armel. Voilà. Donc, en général, ici, en tout cas en Belgique, on appelle cela la communauté des biens. C'est-à-dire qu'un couple se met ensemble physiquement, ils se mettent aussi ensemble économiquement, donc financièrement. Alors, une fois qu'ils sont mariés, donc le patrimoine de tous les éléments du couple se mettent en commun. Donc, ils mettent en commun leurs revenus et ils mettent aussi en commun leurs dettes. C'est l'un donc des points faibles de ce régime. Mais c'est un régime qui a ses avantages aussi, puisque bon, voilà, les parties ne sont pas obligées de faire un inventaire de tout ce qui leur appartient. Une fois qu'ils se sont mis ensemble, ce qu'ils vont acquérir pendant le mariage, c'est partie de la communauté. Donc, il y a le patrimoine de la communauté et il y a le patrimoine de monsieur et ou de madame. Et donc, ce qui se passe, c'est le régime le plus courant. Rares sont les personnes qui font des contrats prénuptiaux. La plupart des gens adhèrent à la communauté des biens. Et donc, c'est très avantageux pour donc, la personne qui a le moins de revenus économiquement, mais c'est aussi avantageux pour la personne qui a aussi le plus de moyens. Pourquoi? Parce que la personne qui travaille le moins contribue de manière naturelle, donc avec ses efforts, avec ce qu'elle peut faire ou il peut faire dans le ménage sans devoir réclamer un dû quelconque. Et de l'autre côté, celui qui a le plus de revenus bénéficie aussi de ce travail-là. Et donc, celui qui a le moins de revenus bénéficie aussi d'une partie du patrimoine, donc la moitié du patrimoine de celui qui a le plus de revenus. Ça semble être un régime assez équitable. Mais c'est un régime qui peut poser problème lorsqu'on est entrepreneur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est entrepreneur, on multiplie les risques. On multiplie aussi la richesse, mais on peut aussi faire des mauvaises affaires. Et à ce moment, ce qui peut se passer, en tout cas en droit belge, c'est que le patrimoine commun peut devenir aussi, on appelle ça le gage commun des créanciers. Ça veut dire que
si l'entrepreneur du couple fait des mauvaises affaires, que ses créanciers peuvent poursuivre la totalité du patrimoine du couple pour pouvoir voir leurs dettes apurées. Donc ça, c'est le gros risque avec l'entrepreneuriat. Il y a un autre point qui peut être avantageux ou désavantageux, ça dépend de quel point de vue on se place, c'est au moment du décès. Lorsqu'on est sous le régime de la communauté des biens, celui qui décède peut décider d'accorder plus de la moitié de son patrimoine donc, à son conjoint survivant. Donc, il y a des hommes ou des femmes qui lèguent tous leurs biens à leur conjoint et sous respect évidemment de la quotité disponible des enfants, mais donc il est possible de laisser tout ce qui nous appartient à un conjoint, tout simplement. Et cela sans que ni les créanciers ni les enfants puissent contester. Donc il y a cette possibilité-là. Le point, donc je disais, pour moi en tout cas, le point le plus désavantageux de ce système, c'est lorsqu'il y a des dettes, tout simplement. Si on a un conjoint qui est fort dépensier ou si on a un conjoint entrepreneur qui fait des très mauvaises affaires, eh ben, ça peut tourner au vinaigre. Donc, tout ce qui pourrait avoir été acquis pendant le régime de communauté peut se retrouver comme ça, perdu du jour au lendemain. Ce sont des cas qui arrivent très souvent. Donc, pour pallier, il y a un autre régime qui existe aussi. Ici, on l'appelle le régime de la séparation des biens. Et donc, il s'agit d'un contrat qu'on fait aussi avant le mariage pour préciser qu'évidemment, chacun gardera son patrimoine, chacun supportera ses dettes. Mais bon, c'est encore un régime aussi illusoire. On peut trouver des avantages et des inconvénients parce que la plupart des créanciers ne sont pas des idiots. S'ils savent que vous êtes marié et même si vous êtes marié sous le régime de la séparation des biens, ils peuvent exiger que l'autre conjoint contracte avec vous. Donc, vous pouvez vous retrouver dans la même situation que des couples qui seraient en communauté des biens. Mais moi, je conseille en tout cas aux personnes qui sont entrepreneurs d'envisager le régime de la séparation des biens. Ils peuvent toujours faire des adaptations, ils vont chez un notaire, ils font un contrat prénuptial, ils peuvent se faire des dons entre eux pour pouvoir créer un patrimoine commun qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'existe pas dans leur cas. Et donc, mais là, ça permet en tout cas en cas de faillite de protéger le patrimoine de l'autre conjoint qui n'a pas fait de mauvaises affaires. Donc, il y a encore cette possibilité-là. Donc, voilà. En tout cas, pour ma part, les deux régimes sont intéressants, mais pour les entrepreneurs, je conseille vivement le régime de la séparation des biens pur et simple. Ok, merci Anne Manzanza, merci pour cet éclairage. On va revenir tout à l'heure vers vous pour plus de détails. On va revenir tout à l'heure pour plus de détails et on va revenir avec Délicia. Délicia, vous êtes entrepreneur vous aussi. Est-ce que vous vous retrouvez ou bien est-ce que vous avez pris des dispositions telles que Anne Manzanza est en train de le préciser? Alors, oui et non, parce que pour ma part, c'est vrai que je suis mariée. Nous avons choisi la communauté des biens, mais simplement, nous avons limité la casse, entre griffes, parce que nous avions choisi la communauté des biens réduits aux acquets. Ce qui signifie que les biens ou la fortune, la richesse créée après la validation du mariage est celle qui entrera en compte quand il y aura la division. Si possible, en cas de décès, en cas de divorce, etc., de séparation. Donc, nous avions choisi la communauté réduite aux acquets parce que nous avions estimé que chacun d'entre nous apportait un patrimoine bien distinct, que nous mettions en commun. Évidemment, ça n'a rien à voir avec le cas de la société actuelle que j'ai, qui est une société à responsabilité limitée. Donc, tout le patrimoine personnel n'entre pas en ligne de compte en cas de saisie ou de faillite de la société. Nous avions une autre société que nous avions créée d'un commun accord. Et sur cette société-là, nous avions choisi la communauté des biens réduite aux acquets, ce qui signifie que nos richesses personnelles, tout ce que nous avions commencé à produire bien avant le mariage, n'entre pas en ligne de compte, bien évidemment. Voilà. Ok, merci Délicia. Nous allons retrouver tout à l'heure Évrard Kandem. Évrard Kandem, le statut des biens communs, avantages ou inconvénients pour un couple d'entrepreneurs. Bon, déjà, pour moi, il est préférable pour une personne très ambitieuse qui entreprend comme ça de faire des affaires sur le très long terme,
de ne pas, n'est-ce pas, de ne pas se marier sur la communauté des biens. Parce que déjà, en le faisant, ça met en péril le patrimoine de toute la famille. Parce que nous savons très généralement, ce sont les hommes qui entreprennent beaucoup plus. Je ne mets pas les efforts des femmes de côté, mais sauf que nous savons tous qu'en Afrique, lorsque peut-être un homme travaille dur pour pouvoir bâtir un patrimoine, très souvent, lorsqu'il meurt, c'est difficile parce que la femme n'arrive pas à maintenir, n'est-ce pas, ou bien à pérenniser cette richesse. Et ce qui fait qu'il y a on dilapide très bien avec une très grande vitesse. Et aussi qu'il y a certaines femmes qui se servent du mariage pour pouvoir escroquer les hommes. Donc, après 5, 10 ans de mariage sur le bien commun, dès qu'elles se rendent compte que l'homme est au sommet, n'est-ce pas, de ses affaires et décide de divorcer pour pouvoir prendre le large. Donc, si je vais dire comme ça. Donc, pour moi, pour un entrepreneur, il est mieux de se marier, n'est-ce pas, sous un régime de biens séparés. Voilà, de biens séparés. Mais de protéger les enfants et de mettre les biens à leur nom. Parce que, bon, ça peut arriver que l'entrepreneur vienne à mourir et ce serait une bonne chose que les enfants puissent profiter parce que parfois la famille délaisse beaucoup les enfants. Donc, moi, je dirais plus bien séparé, mais comme plus bien mettre le nom ou bien les biens au nom des enfants. Donc, c'est un peu ça. C'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, je ne peux pas encore décider dans ce sens-là, puisque moi, je ne suis pas encore marié, mais c'est comme ça que je vois la chose. Vu que on a vu des grands entrepreneurs comme Jeff Bezos, le PDG de Amazon, qui a divorcé de sa femme il y a peu de temps, et vraiment, on a vu ce que ça a causé. On peut aussi voir Mike Tyson, qui était un très grand sportif à l'époque, qui faisait plus de 400 millions de dollars, qui a divorcé, n'est-ce pas, et ça l'a valu sa carrière, parce qu'après, il a perdu beaucoup de combats. On peut aussi parler de Thierry Henry, on peut parler de Ronaldo, le Brésilien, on peut parler de Desailly, on peut parler de beaucoup Ok, de Higuaín, Higuaín. Monsieur Evra Kamdem, la liste, elle est exhaustive. Mais ce que j'ai envie de Voilà. comprendre, est-ce quelle est la place de la femme alors dans la répartition des biens, selon dans votre stratégie? Bon, dans ma stratégie, c'est que lorsque je suis peut-être par exemple avec une femme, la femme est très importante. Ça veut dire que quoi, pour moi, on doit séparer le patrimoine en deux. L'entreprise ne doit pas mélanger, n'est-ce pas, les biens qu'on doit prévoir pour les enfants. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans mon cas, je mets en avant le bien séparé, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Je pénalise l'entreprise et maintenant, à côté, la dame peut faire d'autres business ou bien peut-être un peu faire dans l'immobilier. Ce qui fait que si c'est par exemple, j'ai contacté un prêt bancaire de 100 ou de 200 millions pour l'entreprise, ça fait que si c'est que peut-être je vais en prison ou bien peut-être j'arrive à rembourser les biens, là, ça tombe sur moi seul. Ça fait que les enfants seront protégés. Au moins, si on a peut-être 5 ou 10 studios, ça peut quand même aider les enfants. Parce que si c'est que moi, on est sous bien commun, que moi je suis endetté, ma femme est endettée, ça veut dire que même les enfants auront des problèmes. Pourtant, si c'est que c'est bien séparé, si je contacte une dette, à la fin, c'est moi qui serai. Bon, c'est vrai que ça fait mal, mais bon, les enfants seraient épargnés parce que l'homme a le devoir de protéger la Alors, D'accord. femme. si vous me permettez, par rapport à l'intervention de Monsieur Kamdem, je vais dire elle est partiale et limite, elle est un peu masculiste. D'accord? Lui, il va parler du point de vue de l'homme, de son point de vue d'homme, mais il doit tenir compte qu'il y a des couples où même si l'homme apporte le capital, c'est la femme qui travaille. Sans compter le fait que si on va sur le plan historique, comme il a mentionné, l'épargne, la société ont été inventées non par les hommes, mais par les femmes qui avaient la gestion du foyer, parce que la première entreprise, c'est le foyer. D'accord? Exactement. Papa, Oui. maman, les enfants, les parents, etc. Donc, le premier embryon d'entreprise, il a été créé par la femme. Le grenier, qui est aujourd'hui l'équivalent de l'épargne, le compte bancaire, c'est la femme qui a pensé à ça. Donc, pour revenir à un état beaucoup plus contemporain, on a des couples où même si c'est l'homme qui emmène le capital, donc qui emmène l'argent, c'est la femme qui va créer la société, qui va aller travailler là-dessus tous les jours et qui va faire fructifier la richesse. Où on a également des couples où
ensemble, ils mettent leurs biens, donc chacun apporte un capital en termes d'argent ou un capital en termes de connaissances, de compétences et de force de travail, qui vont s'équilibrer, qui vont se mélanger et qui vont créer une société. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? Parce qu'au début, j'ai entendu une phrase, beaucoup de femmes viennent dans le mariage pour escroquer les hommes, mais il y a également des hommes qui viennent dans les mariages pour profiter des situations des femmes, parce qu'il y a des Et femmes justement, aussi qui sont apporteuses de capitaux et l'homme va pour parler travailler de dans ça, la société, Délicia. mais l'argent, oui. Pour parler de ça, Pardon? je pense qu'on devrait, pour parler justement de ça, je pense qu'on devrait donner la parole à Anne Manzanza. Anne Manzanza, vous qui êtes habituée à ce genre Exactement. d'affaires, est-ce que c'est assez vérifié qu'on peut trouver des femmes qui viennent pour escroquer des hommes? C'est une belle question. Est-ce que je pense que que ce soit homme ou femme, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes intentions lorsqu'ils décident de se marier. Il y a des personnes qui viennent, chacun vient pour une raison, qui peut être économique, qui peut être sociale, qui peut être biologique ou autre, mais chacun vient avec ses raisons. Alors, lorsqu'on parle d'escroquerie, bon, il y a des arnaques amoureuses, oui, ça existe, hein, donc voilà, mais ça existe de part et d'autre. Et voilà, ça se fait couramment, ça se fait dans tous les milieux sociaux, ça se fait dans toutes les différentes communautés, les différentes ethnies. Donc, à chacun sa chance, ça dépend sur qui on tombe, je pense. Donc, voilà, mais partir d'emblée en disant que tout le monde vient pour une raison économique, bon, c'est déjà mal partir quelque part. Mais c'est vrai, il faut être prudent. Il y a des personnes qui se marient pour des raisons financières à travers le monde et quel que soit le milieu social. Donc, Oui, mais est-ce que vous pouvez nous dire, selon les statistiques, est-ce que vous pouvez nous dire là où ça pèse le plus en fait? C'est plus élevé chez les femmes ou alors chez les hommes? je ne peux pas vous dire en termes de statistiques. Je ne peux pas vous dire que je n'ai jamais même pensé à lire ce genre de statistiques pour savoir où était le plus grand taux. Mais voilà, si je dois vous donner, j'ai pas de chiffres à vous donner, honnêtement, et je sais d'expérience que ça se fait de part et d'autre. Peut-être il y aurait peut-être plus de femmes, peut-être, je ne pourrais pas vous le dire concrètement, scientifiquement et objectivement. Et il faut savoir aussi que le monde évolue. Il y a de plus en plus d'hommes aussi qui choisissent de rester à la maison, d'élever les enfants, et des femmes qui vont à l'extérieur travailler. Donc, ça dépend. Donc, statistiquement, je ne peux pas me prononcer là-dessus en disant qu'il y aurait plus d'escrocs hommes ou plus d'escrocs femmes. Je pense qu'il doit y avoir un équilibre naturel. D'accord, d'accord. Ok, merci maître. Et on va revenir encore à Evrar Kandem. Est-ce que vous avez des statistiques ou bien vous l'avez dit de façon hasardeuse? Bien sûr, je ne parle pas de façon hasardeuse. Nous savons tous que c'est l'homme qui est le chef de la famille, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, de par le monde, c'est comme ça. Mais sauf que nous savons tous déjà que c'est l'homme qui a le droit de prendre soin de la famille et tout et tout. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un système capitaliste qui se veut que l'amour aujourd'hui n'est plus simplement pour unir les personnes. Beaucoup plus de personnes disent plus des intérêts. Ce qui fait que les hommes qui gagnent le mieux leur vie, comme les sportifs professionnels, les grands musiciens, les entrepreneurs à succès, ce sont les hommes qui sont les plus visés vers des femmes que je vais pas appeler des michetonneuses, comme ça. Ce qui fait que ces hommes-là sont beaucoup plus calibreurs. Donc, ils font comme ça objet de convoitise. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans un mariage bien commun. Et lorsqu'ils sont au sommet, n'est-ce pas, de leur succès, la femme les divorce pour pouvoir les escroquer. Et nous savons tous que c'est très rare, vraiment très, très rare que le contraire se produise, qu'un homme va un homme pauvre va avec une femme riche pour pouvoir prendre ses gains. Déjà même que, honnêtement parlant, nous savons que lorsque une femme est vraiment aisée, la famille de la femme refuse l'homme. Elle refuse. Pourtant, le contraire c'est fait. Lorsqu'un homme est aisé, il peut facilement prendre une femme pauvre, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'une femme est vraiment riche, qu'elle gagne beaucoup d'argent, un homme pauvre, ça ne peut pas. Parce que les femmes sont Non, très mais ça mariées. existe quand même, Evrar Kandem. Ça existe quand même. Oui, un cas sur 10, un cas sur 10. Un cas sur Ah 10. ben non. Même toi-même, je ne suis pas sûr si tu gagnes bien, si tu gagnes bien, si tu peux sortir un automate.
un gars du pays qui fait la montée. Non, Je doute non, mais après, je que pense vous ayez que, je levé le pense que, standard, c'est pas grave. oui, mais oui, je Hein? pense en fait que c'est parce que, je pense après que c'est parce que les standards sociaux ont changé. Mais sinon, si c'est l'amour qui gouverne toute relation, il ne devrait pas avoir de problème à cela, Evra Bien Kamdem. sûr, bien sûr, ça c'est le cas idéal, mais dans la réalité, c'est pas ça. Dans la réalité, toute femme aimerait avoir un conjoint qui mette le pain sur la table et vivre une meilleure vie. Alors, lorsqu'une femme a fait ses études et qu'elle gagne bien, elle aimerait avoir un homme qui gagne mieux. Alors, moi, honnêtement parlant, je ne vois pas facilement aucune de vous trois qui peut accepter un métier qui au pays. Je ne pense pas. Alors, Non, mais bon, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que j'ai tu Rien dit, en je n'est ne dit, sais sais? hein. pas. J'ai Qu'est-ce dit, je que Rien tu ne n'est en sais dit. pas. sais? Voilà, rien n'est dit. Rien n'est dit. Oui, Délicia, tu t'opposes carrément à cela. Ben oui, parce que on a bien vu. Alors, lui, il va avec beaucoup d'a priori et moi, je reste dans l'optique qu'il a un point de vue un peu macho. D'accord? C'est-à-dire, c'est vrai, c'est le classique homme qui a certainement eu comme modèle papa qui apporte le pain et puis maman, elle va le couper, elle va le gérer de manière à ce que tout le monde mange et qu'il en reste jusqu'à ce que papa en rapporte. Mais il faut compte du fait qu'il y a Euh, donc, Délicia doit avoir des problèmes techniques, je suppose. Elle n'est plus Ok. à l'écran avec nous. Maître Anne Manzanza, est-ce que vous pouvez continuer à la suite de Délicia, s'il vous plaît? Je ne sais pas si je suis apte à continuer la suite de son raisonnement, mais j'aimerais juste revenir sur le raisonnement de M. Camden, qui disait que, voilà, pour ceux qui ont, entre guillemets, des michetonneuses, je pense que lorsqu'on a la possibilité d'être une star ou un entrepreneur à succès ou un sportif de haut niveau, il y a la possibilité de prévoir des contrats prénuptiaux. J'en ai touché un mot tout à l'heure. Et donc, c'est ce qui est tout à fait possible, hein. Et la plupart peut-être de ces stars ou de ces sportifs ne pensent pas à aller voir un notaire ou un avocat pour rédiger un contrat prénuptial et où les différentes modalités pourraient être mises, protégeant le patrimoine des conjoints ou du conjoint le plus riche et vice-versa. Donc, il y a différentes clauses qui peuvent être mises en disant, voilà, en cas de divorce dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années. Et je pense qu'il y a un couple célèbre qui avait un contrat pareil. Donc, c'est les Beckham. Et au fur et à mesure, je pense que chacun peut apporter son patrimoine au sein de la communauté. Mais en tout cas, ce genre de contrat existe. Et il faudrait, en tout cas, je conseille aux gens qui ont cette possibilité d'en faire, d'y penser, à en rédiger. Ça limiterait effectivement les déceptions, mais bon, quand il y a déception, il y a déception. Ça limiterait la casse. Mais voilà, mais c'est possible de le concevoir et c'est possible de penser, bah, quand il y aurait un problème, quand il y aurait une séparation ou un divorce, il est possible d'aménager ça. Donc, en prenant différentes clauses et qu'ils soient dans le temps ou au niveau même des indemnités en cas de rupture ou même au niveau des pensions ou après divorce, tout ça est possible. On peut l'envisager, on peut l'anticiper. Donc, en tout cas, d'un point de vue technique, voilà, pour ces hommes ou ces femmes très riches, il y a la possibilité donc de limiter la casse. Ok, merci Anne Manzanza. Donc, vous êtes entrepreneur, vous êtes un homme riche, vous avez beaucoup de biens. Donc, il vous est conseillé de rédiger, d'aller vers un notaire pour rédiger ce qu'on appelle des contrats prénuptiaux pour la protection de vos biens. Donc, Evra Kamdem, je me rends compte que la bataille pour le mariage sera difficile avec vous, hein. Je l'imagine en tout cas. Je l'imagine. Ok, Délicia, bienvenue, hein. Vous êtes parti tout à l'heure, vous êtes revenu. Est-ce qu'on vous donne quand même oui, la possibilité? Voilà, je vous donne la possibilité de compléter votre pensée, de dire ce que vous disiez tout à l'heure. merci. J'ai une petite interruption. Alors, donc, j'expliquais que le mariage, c'est d'abord une collaboration domestique. Il faut qu'on arrête de se dire, voilà, la femme, elle va arriver seulement pour profiter des biens de l'homme, etc. Parce que il y a des cas de figure où c'est la femme qui apporte le gros de la richesse.
et ensemble, ils font fructifier. Hormis cela, le mariage, selon moi, le mariage a deux raisons. Ou on se marie par amour, et dans ce cas-là, on tient compte du fait que l'amour signifie se mélanger, signifie deux qui deviennent un en toute chose. Ou on se marie par intérêt, qui peut être de diverses natures. Un intérêt peut être l'argent, un intérêt peut être des liens sociaux, un intérêt peut être éviter une guerre, éviter des rapports houleux, etc. Donc, ou on se marie par amour, ou on se marie par intérêt. Dans les deux cas de figure, la gestion des biens du couple, elle est différenciée. Quand on sait en général qu'on se marie par amour, on dit bien l'amour est éternel tant que ça dure. Hein? En Italie, l'amour est éternel fin che dura. Donc, sur ce cas de figure-là, on ne vient pas déjà avec des arrière-pensées de ah ben tiens, je rentre dans le mariage, je suis même pas sûre que ça dure, donc je mets déjà des garde-fous. Voilà, on va faire séparation des biens parce que je sens que oula, c'est quelqu'un qui vient pour profiter de ma sueur, profiter de mon sang, profiter de ma renommée, etc. On n'y pense pas. Ou bien on est dans le cas de figure de tiens, bon, moi je vais me marier parce que j'ai quelque chose qui me manque. Ce quelque chose peut être une femme qui peut gérer mon argent et le faire fructifier. J'ai besoin d'un homme qui peut me guider parce que j'ai de l'argent à investir, mais je ne sais pas quoi faire ou je ne sais pas me mettre en front office parce qu'il y a bien des femmes qui n'aiment pas se mettre en première ligne, donc qui préfèrent que ça soit l'homme. Ou il y a différents cas de figure. Et c'est tellement et la maître, je suis sûre qu'on est dans son domaine, elle comprend très bien de quoi je parle. Monsieur Camden également sait de quoi je parle parce que tous les mariages ne sont pas seulement des mariages avec une vision de profit, d'intérêt financier. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le lien social, il y a, comme je disais, éviter des conflits, vouloir une descendance et se dire, tiens, je vais me marier parce que je vais donner une certaine situation à ma femme, le temps qu'on éduque nos enfants, etc. Et puis après, je m'installe. Dans ces cas de figure, il y a les contrats, etc. Mais il faut qu'on arrête de voir, ou surtout que les hommes arrêtent avec cette image de femmes qui viennent dans le mariage pour profiter des biens de l'homme. Ensuite, moi, j'ai envie de demander à ces hommes-là qui pensent que toutes les femmes viennent pour profiter d'eux. Quel genre de femme vous allez épouser? Avez-vous une liste de critères bien définis? J'ai besoin d'une femme instruite, j'ai besoin d'une femme qui a un certain niveau social, j'ai besoin d'une femme qui a déjà une certaine condition sociale. Ensuite, il y a des personnes qui sont quand même très avides. C'est-à-dire, plus il en a et plus il en veut. Bah, tiens, bon, moi, je suis Délicia, j'ai déjà ma société qui me produit X, et puis, bah, je vois qu'Evrard, il est level up, il a un niveau supérieur au moi, donc si je colle au wagon d'Evrard, c'est bon, je vais en tirer quelque chose, quoi. Et puis, j'arrive, bah, voilà, je vais faire mon petit jeu, je vais le séduire, je vais l'emmener dans une histoire, et puis, je vais prendre ce que j'ai à prendre. De l'autre côté, il y a des hommes qui font également la même chose. Je sais que je suis à un niveau, je sais que si je prends telle femme, elle va me faire augmenter, et puis voilà, après on va se séparer, et ciao. Qu'est-ce qu'on dit de ça? Comment on gère les biens dans ce cas de figure? Voilà, merci Délicia, merci pour cette intervention. Je vais revenir vers Anne Manzanza pour parler justement, comment on appelait ça tout à l'heure, le contrat prénuptial. Je pense qu'il s'agissait de ça. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que aller vers un notaire, rédiger un contrat prénuptial, détériore un peu la nature même du mariage, détériore un peu l'essence même du mariage? Non, je pense pas du tout. Je ne pense pas du tout que ça peut détériorer le sens du mariage. Et ça dépend dans quelle intention on le fait. Je disais tout à l'heure, pour un entrepreneur qui fait des affaires, parce que les affaires, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, pourquoi ne pas penser à protéger sa famille? Pourquoi ne pas penser à protéger, comment dirais-je, oui, les biens qui ont été acquis pendant le mariage? Puisque, comme je l'ai expliqué, voilà, s'il n'y a pas de contrat, si c'est simplement une communauté de biens purs et simples, les créanciers de l'entrepreneur peuvent venir saisir les meubles qui sont dans la maison. Ils peuvent même à un moment donné venir saisir l'immeuble. Bien sûr, il y a des sociétés à responsabilité limitée, mais il y a d'autres entrepreneurs qui prennent des sociétés qui ne sont pas à responsabilité limitée.
Et une fois que la responsabilité du gérant est engagée, donc de l'entrepreneur en personne physique, il va de soi que tout le patrimoine commun il peut être vendu pour les mauvaises affaires. Et ça fait que même si la femme ou le monsieur ne travaillait pas, les gens sont en situation difficile, ils perdent leur maison, ils perdent leurs acquis, peut-être de 30, 40 ans de carrière professionnelle, parce qu'il y a eu des imprudences qui ont été commises. On a toujours pensé que les choses iraient bien, mais l'économie, ça fluctue. Le fait de faire un contrat, je ne pense pas que ça peut en tout cas démontrer que, le mariage serait faussé en soi. Ça dépend dans quelle Bon, Anne Manzaza, de façon plus claire, on a un homme qui est d'ailleurs très, très riche, très aisé. En face, on a une femme qui a zéro revenu, qui a zéro bien. En quoi le contrat prénuptial, s'il vous plaît, ou le contraire aussi. Hein? Oui, bien évidemment, ou le contraire, Délicia, ou alors le contraire. En quoi est-ce que le contrat prénuptial n'est pas frustrant pour la femme ou pour l'homme qui a zéro revenu? Parce que moi, je pense que d'une façon ou d'une autre, il y aurait un problème de frustration dans un camp ou dans l'autre. Bon, moi, personnellement, je tiens à une perception totalement différente, puisque si l'homme ou la femme qui est moins riche vient se met en couple avec une personne qui est extrêmement riche, il faut savoir que même s'il y a un régime de séparation des biens, il y a quand même ce qu'on appelle les charges quotidiennes du ménage. Et donc, celui qui a le plus de revenus va participer avec beaucoup plus de moyens que celui qui en a moins. Ça, c'est une chose aussi qui est tout à fait faisable et qui se fait normalement. Donc, la personne la plus aisée doit contribuer en fonction de ce que de ce qu'elle possède. Et de toute façon, si ce niveau de vie est maintenu pendant la durée du mariage, en cas de séparation, la personne, l'épouse qui divorce ou l'époux qui divorce peut toujours demander une pension après divorce. Pourquoi? Pour pouvoir conserver justement le niveau de vie qu'elle avait antérieurement. Donc, tout n'est pas perdu. Et puis, un autre volet, je pense qu'il ne faut pas seulement être limité, faut pas seulement limiter dans cet esprit-là. Je pense que si effectivement, il y a un véritable but au-delà de l'économie et qu'il y a vraiment un intérêt pour l'autre dans le mariage et que la personne la plus aisée se rend compte que l'autre partenaire n'a pas de moyens de subsistance, de revenus assez conséquents, je pense que si elle a suffisamment de bon sens, elle ou il pourrait investir avec la personne la moins riche. Donc, c'est toujours possible. C'est possible de le faire, c'est possible de l'encourager à créer son entreprise. Si effectivement, ça dépend du but du couple. Et ça, je pense que les buts et les idéaux, c'est relatif à chacun des couples. Il y a des hommes qui investissent dans leurs femmes, il y a des femmes qui investissent dans leurs hommes. Ça dépend de l'idéal de chacun. Donc, le fait de faire un contrat en soi, non, on ne devrait pas dire qu'on aime moins. Au contraire, je ne pense pas qu'il faut le penser dans ce sens-là. Et tout à l'heure, M. Camden disait quelque chose de très intéressant. Il parlait des situations où en Afrique, on ne pensait pas nécessairement à protéger les enfants ou protéger la veuve. Mais je pense que même en Afrique, il est possible d'aller chez un notaire, de rédiger un testament. Le fait de faire son testament, ça ne veut pas dire que je vais me suicider tout de suite. Ça veut dire que je pense aux gens qui viennent après moi. Je peux créer quelque chose pour qu'il n'y ait pas ce genre de problème, pour que ma famille n'interfère pas, pour qu'il n'y ait pas de doute. Et je pense que c'est quelque part être responsable. Quelque part être responsable et se dire que, au pire des cas, il y a au moins une base qui est garantie pour ces différentes personnes. Elles auront droit à un minimum, il y aura quelque chose pour elles. Je pense que ça n'a rien de négatif. Évidemment, si on est mal, on pense mal, on n'est pas clair dans ce qu'on veut de part et d'autre, que ce soit communauté de biens ou séparation de biens, ça va mal finir. Donc, en tout cas, ça, c'est mon point de vue personnel.
Ok, merci, Maître Anne Manzanza. On va revenir à Evrard Kamdem. Evrard Kamdem, quelle est l'opinion que vous faites du contrat prénuptial? Bon, déjà, me concernant, si un entrepreneur est ici en Europe, moi, je le conseillerais de faire le contrat prénuptial ici en Europe parce que vraiment, aujourd'hui, on ne peut plus savoir qui est qui. Parce on a beau aimer une femme, parce que moi, je vais dire quelque chose. En général, l'homme aime plus. L'homme aime plus la femme. Je ne dis pas que la femme n'aime pas, mais l'homme aime plus lui faire des choses par amour. Alors, ici en Europe, moi, je conseillerais beaucoup plus pour un homme qui est entrepreneur ou bien qui gagne vraiment beaucoup d'argent, un contrat pour pouvoir éviter que demain il puisse avoir des problèmes. Alors, concernant l'Afrique ou le Cameroun en particulier, si un homme est entrepreneur et qui gagne vraiment de l'argent, moi, je conseillerais polygamie bien séparée. Voilà. Et il met ses biens sur les enfants. Là, ça permet de mieux protéger. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, si c'est qu'il est généreux, il peut donner de l'argent à la femme pour qu'elle puisse construire ses maisons à côté. Il n'y a pas de problème pour bien aider sa famille. Moi, je suis pour qu'un homme doit s'occuper de la femme. Mais, Et s'il n'est pas juste pour généreux, dire et que s'il n'est pas généreux, et s'il n'est pas généreux, Evrard Kamdem, vous êtes un vrai macho, vous. Et s'il n'est pas généreux, non, un homme ne se marie pas pour être dur, non. Un homme, s'il se marie, c'est parce qu'il doit prendre soin de la femme. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, comme il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas sérieuses, c'est mieux de prendre ses précautions. C'est un peu ça. Et aussi que, on a vu que les mariages, et notons aussi que le mariage civil vient juste après les indépendances. Et depuis qu'il y a le mariage civil, les mariages ne vont plus vraiment loin comme avant. Parce qu'avant les indépendances, c'était uniquement la dot en Afrique. Et les mariages étaient à succès. Depuis qu'il y a le mariage civil, ce n'est plus facile. Déjà qu'il n'y a plus les mariages en Europe, il n'y a plus assez de mariages en Amérique. Parce que les hommes fuient, les hommes ont peur de se marier maintenant. Parce qu'ils ont peur que s'ils se marient, n'est-ce pas, la femme va les mettre dehors avec les lois, tout ça, ce n'est pas facile. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes sont beaucoup plus un peu réservés par rapport à ça, à cause des lois qui sont plus en faveur des femmes. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas quelque chose de méchant, mais c'est que le féminisme a fait à ce qu'on met les femmes en avant. Et je vais noter quelque chose. D'après mes recherches, je me suis rendu compte que, en fait, si c'est qu'on a fait que lors de la séparation des biens, à part que, après que l'homme ait 50 et la femme ait 50, l'homme doit encore payer la pension alimentaire. Si le système a fait la séparation, c'est que les femmes sont des grandes consommatrices. Elles achètent des perruques, elles achètent des vêtements, elles achètent des soins de beauté et tout et tout. Et pourtant, l'homme n'est pas trop Alors dans les là, dépenses. Ce qui je fait me que le permets, système a Evrard fait ça. Kamdem, Evrard Le système a Kamdem, fait ça il y pour a que des la cas femme où puisse c'est se la femme qui consacrer. paye la pension alimentaire. En France particulièrement, je connais plusieurs cas où ce sont des femmes qui payent des pensions alimentaires. Non, 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 c'est Des l'homme, cas on prend concrets, tout. mais oui. L'avocat peut confirmer. Allez-y, C'est Maître l'homme. Manzanza, vous alors, confirmez ou Elle vous peut infirmez? confirmer. Si elle est honnête, elle peut confirmer. En Europe, c'est le conjoint le plus Si elle est honnête, elle peut fortuné confirmer. qui donne une pension Non, au conjoint le moins fortuné. Sur ça, Maître Bien Monzanza évidemment. peut confirmer. Ça n'a rien à oui, voir oui, avec le je sexe. confirme. J'ai quelques clients à moi qui perçoivent des pensions alimentaires de leurs ex-époux. Ben voilà, Evrard Kamdem. On vous écoute, hein? Ça, donc, voilà, ça Bon, arrive, hein, ça arrive. ce que Donc, moi je peux dire, c'est que nous savons tous qu'en général, c'est l'homme qui gagne plus d'argent. Mais, et ce qui fait que quoi, l'homme dans la séparation des biens, c'est l'homme généralement qui a un peu plus de moyens. Donc, c'est pour ça que c'est l'homme en général qui donne. Donc, c'est un peu ça. Je ne refuse pas que ça peut arriver que la femme donne, mais à plus de 90%, c'est l'homme qui va encore donner. Et nous savons que ce qui fait aussi le plus mal, c'est que même lorsque l'homme achète dans sa propre maison en Europe, c'est la femme peut le mettre dehors si son sur communauté devient bien que c'est lui-même qui a dépensé son propre argent. Donc, c'est toute cette Ah, mais ça a frustration changé, hein? aujourd'hui. Ça a changé, Evrard Kamdem, ça a changé. Ça, Depuis tout quand? a changé. Et Tout a pourtant, changé. on a mis des amis pauvres Si vous dehors. me On a permettez, mis des amis pauvres dehors il n'y a pas quelques semaines. Moi, ça a changé depuis non, quand, non, je sais d'accord. pas. j'aimerais rebondir Maître sur Anne ce que Manzaza, Il y a le vous cas pouvez de nous éclairer sur ce thème. Ah, sur ok. ce que oui. M. Camden vient de dire, c'est intéressant. Ça revient au régime de la communauté. Même si l'autre n'a pas, entre guillemets, participé économiquement, le fait qu'il ait travaillé ou qu'il ait entretenu la maison, il a droit à la moitié donc de l'immeuble ou du patrimoine parce qu'il y a contribué. Il a contribué à ce que l'autre puisse travailler.
il s'est occupé ou elle s'est occupée des enfants. Et donc, il va de soi, oui, que le conjoint ou la conjointe peut demander d'avoir effectivement la moitié de l'immeuble commun ou des biens communs, ce qui est tout à fait, à mon sens, logique parce légitime. que, oui, Logique et légitime. On décide de faire ce genre de régime. Ça veut dire que voilà, je suis avec une personne qui m'aide à me compléter, je la complète. Et donc, on est associés, on est coéquipiers. Et donc, dans ce sens-là, effectivement, c'est tout à fait légitime en tout cas. Mais voilà, ça c'est comme ça qu'elle est la loi aujourd'hui. Et donc, que ce soit pour un homme ou pour une femme, je pense que M. Camden, il ne faut pas se bloquer sur la question relative au sexe, que ce soit un homme ou une femme, parce que les choses peuvent varier. Il y a des hommes qui ont travaillé toute leur vie, qui se retrouvent en très mauvaise santé, et puis il y a la femme qui prend le relève et la relève et vice-versa. Donc, on ne sait pas de quoi vraiment l'avenir est fait. Le plus important, je pense, ça c'est vraiment c'est le problème de commun de tous les couples, c'est bien de choisir la personne avec qui pourra, entre guillemets, nous faire le moins de mal ou avec laquelle on pourra le mieux avancer. Mais c'est ça, la véritable difficulté, c'est cela. Sinon, comme le disait tout à l'heure Délicia, si on sait effectivement ce qu'on veut ensemble, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seraient beaucoup plus claires. Et la plupart du temps, les gens se mentent quand ils se mettent en couple. Les gens se mentent, hommes, femmes, les gens font des hypocrites. Et puis, évidemment, à un moment donné, il y aura un malentendu. Et s'il y a un malentendu, bah, la situation économique ou financière du couple va aussi refléter ce malentendu. La question, c'est ça. Voilà. Soyons sincères. C'est vraiment ça la véritable question. Ou sinon, au-delà de ça, de mon point de vue juridiquement, contrat ou pas contrat, c'est comme les gens le perçoivent et ce qu'ils veulent vraiment faire. C'est vraiment ça. Voilà, justement, en parlant de sincérité, je pense qu'on rejoint un peu l'essence même, les valeurs qui sous-tendent le mariage, maître Anne Manzanza. Absolument. Oui. Absolument. Mais, voilà. Oui, mais bon, on est dans une société qui évolue, hein. On est dans une société qui évolue et il y a des gens qui ne partagent plus les mêmes valeurs. Il n'y a plus cette pression sociale non plus. Donc, chacun fait un peu comme il l'entend ou comme il le sous-entend. Mais voilà, c'est ça peut-être la plus grosse difficulté, c'est d'être ou de se mettre avec une personne qui partage les mêmes valeurs, qui a la même vision de la vie. La plupart du temps, les gens ne le font pas. Il y a des hommes qui épousent des femmes parce qu'elles sont juste belles, et il y a des hommes qui se mettent avec des femmes parce qu'elles sont grandes, elles sont petites. Et il y a des femmes qui se mettent avec des hommes parce qu'il est beau. Et il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout. Et la plupart du temps, bah, les gens vivent dans leur malentendu. Et puis à un moment donné, il y a un élément déclencheur qui fasse qu'on se rend compte qu'on est avec la mauvaise personne. Et puis, étant donné qu'il y a moins de pression sociale, ben, on divorce tout simplement. Donc voilà. Voilà, en tout cas, merci au niveau des Anne valeurs, Manzanza. ça, je pense que c'est un autre débat, c'est un débat sociologique, que les gens choisissent de se mettre avec les personnes qui leur conviennent et on évitera des longs débats. Ouais, merci. Exactement. Merci, Je suis maître. d'accord avec cette position. Oui, Délicia, vous pouvez aller au bout de votre pensée, vous disiez? Non, mais moi, je suis absolument d'accord avec cette position parce que, en général, les gens vont se marier en se disant ah ben il est beau, je l'épouse. Bah il est beau, il a un sale caractère. Ah, elle est belle, je l'épouse. Ben elle est belle, elle est paresseuse. Ou il est beau, il est paresseux. Ou voilà, c'est un dépensier, c'est une dépensière. Ah, mais non, il va s'améliorer. Je vais réussir à le faire changer. On ne change personne. Qui est paresseux restera encore plus paresseux si vous le mettez dans une condition d'aisance, que ce soit homme ou femme. Qui est travailleur travaillera encore plus si vous lui donnez certaines conditions, que ce soit homme ou femme. Il faut d'abord regarder à votre vision, vous, qu'est-ce que vous voulez, qui vous voulez devenir demain, où est-ce que vous voulez aller et avec qui, parce que c'est un compagnon de chemin, c'est un compagnon de route qu'on choisit quand on se marie.
Donc, se marier, ce n'est pas seulement pour dire je veux avoir des enfants dans le cadre du mariage, ou je veux avoir une personne qui va m'accompagner dans la richesse, ou je veux avoir une belle femme qui va me faire de beaux enfants. Il faut avoir un cadre panoramique. Donc, à 360 degrés, il faut aller regarder mais est-ce que ce compagnon, cette compagne que je veux choisir a la même vision que moi? Est-ce qu'on peut construire quelque chose? Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux. Je suis quelqu'un qui demain a envie de construire quelque chose. Je suis quelqu'un qui a envie d'augmenter sa richesse personnelle, financière, familiale, etc. Est-ce que cette personne avec qui je décide de m'unir, parce que le mariage, ce n'est pas seulement une alliance, ce n'est pas seulement deux corps qui se mettent ensemble, deux familles, il y a la spiritualité, parce qu'on est africain aussi avant tout, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Qu'est-ce que cette personne apporte dans ma famille en termes de biens spirituels, en termes de biens physiques? Ce que cette personne va apporter me grandit ou me rétrograde, donc me ramène un level down, comment je vais dire ça en français, me faire regresser. Donc, il faut regarder tout ça à 360 degrés et ne pas seulement se limiter à j'ai de l'argent, je peux avoir n'importe quelle femme. Bah oui, c'est comme ça qu'on peut aussi, ou n'importe quel mari, c'est comme ça qu'on va aller se choper quelqu'un qui va faire de votre vie un enfer sur terre. Vous n'allez plus pouvoir, vous allez vouloir divorcer, mais il y a aussi un autre côté. Quand quelqu'un a de l'argent, on sait que son cœur est dans un coffre-fort. Donc, quand on veut lui faire du mal, on va frapper là exactement. Donc, beaucoup de personnes aussi sortent du mariage en se disant, je vais prendre tes biens parce que je sais que tu y tiens. Je veux te blesser je veux te blesser à vif. Donc, même si j'en ai pas besoin, ben, je vais tailler tes biens et je m'en vais avec. Ça arrive aussi. Oui, oui, voilà, merci Délicia. Evra Kamdem. Vous avez bien écouté Délicia, un entrepreneur. Maintenant, vous êtes en train de nous dire qu'un entrepreneur se marie par raison et non par cœur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? C'est quoi se marier par raison et pas par cœur? Se marier, par exemple, signifie, n'est-ce pas, de pouvoir peser, n'est-ce pas, le pour et le contre et tous les alentours du sujet du mariage. Ça veut dire quoi? Se marier, par exemple, veut dire que lorsqu'on est un entrepreneur, il y a des prêts bancaires qui vont se faire pour pouvoir mettre l'entreprise à un autre niveau. Alors, moi, ça ne me ferait pas plaisir. Peut-être que j'hypothèque, n'est-ce pas, l'avenir de mes enfants et de ma femme pour toute leur vie. Parce que si je prends peut-être un crédit bancaire de 500 millions de francs, c'est pas pour pouvoir passer à un autre niveau. Ça pourrait marcher ou ne pas marcher. Alors, il serait préférable, n'est-ce pas, en amont, avant de me marier, de penser que, OK, si c'est que je fais bien commun, ma dette sera celle de ma femme. Et ça va faire que elle aura des dettes aussi à rembourser, donc ce sera pas facile. Et je vais aussi hypothéquer, n'est-ce pas, la vie future de mes enfants. Donc, par raison, pour moi, il serait mieux de faire bien séparer, n'est-ce pas? Et comme ça permet que si c'est que moi, je prends des dettes, peut-être de 500 millions de francs CFA, alors, dans ma femme, qui, elle, va aussi construire à côté, ça va permettre que le patrimoine, là, elle pourra s'occuper des enfants avec. Parce que si c'est que c'est à nous deux, la dette va retomber sur les enfants aussi. Et ils n'auront rien. Donc, c'est dans ce cas-là que moi, j'ai besoin d'en avant. Et aussi que, bon, grâce à ça, ça permet aussi que l'entreprise puisse aller d'un seul cap. Parce que lorsqu'on est à la communauté des biens et qu'il faut séparer une entreprise qui emploie 1000 personnes, je ne sais pas comment on fait. Parce que lorsqu'on a un instant de divorce, ce n'est plus l'amour. À ce moment-là, on réagit beaucoup plus par les émotions. Donc, la femme va peut-être dire, OK, comme tu m'as énervé là, je veux moi mes parts. Ce qui fait que si c'est qu'il y a 1000 employés, et qu'elle doit retirer ses parts, là, ça va faire que l'entreprise va chuter. Parce qu'au moment du divorce, l'amour est fini. Et pourtant, si c'est qu'il y a fait séparation, mais bien, l'entreprise va continuer. Et l'homme, maintenant, de son bien pourra maintenant sortir l'argent pour s'occuper de ses enfants. Puisque, à la fin, ce sera pour ses enfants. Donc, moi, je vois que dans ce sens-là, c'est plus réfléchir avec de la raison qu'avec des émotions. Parce que lorsqu'on bâtit un empire, c'est pour des générations et des générations. Donc, il est hors de question que pour le cœur, les affaires du cœur, on puisse perdre ce patrimoine. Ok, merci, merci Evrard Kamdem. Voilà, maître, on va revenir tout de suite sur un point qu'a relevé Délicia au début de son intervention. Elle a dit qu'elle est mariée sur la communauté des biens, mais qu'elle a une entreprise qui n'entre pas dans la communauté des biens. Je pense qu'il est important de revenir sur ce point pour éclairer les followers qui nous regardent en ce moment.
C'est quoi être marié sur la communauté des biens, mais avoir une entreprise qui n'entre pas dans la communauté des biens? Ben, elle a dit tout à l'heure que son entreprise était une entreprise à responsabilité limitée. Oui. Oui, exactement. Donc, voilà, donc, et une entreprise qui est créée, ça devient, je ne sais pas, l'entreprise a été créée avant le mariage ou pendant le mariage? L'entreprise est créée pendant, mais nos biens personnels ne sont pas mis à contribution. Et l'entreprise a été créée par vous deux ou juste par vous à titre personnel? Par moi à titre personnel. Donc, voilà. Il faut savoir qu'une entreprise est une personnalité juridique différente. Donc, elle a créé son entreprise, il n'y a pas de souci. Une entreprise à responsabilité limitée. Ça, c'est un point aussi qui est très important. C'est une responsabilité limitée. Mais je ne sais pas si c'est comme ici en Belgique, en Italie, mais même si c'est à responsabilité limitée, à un moment donné, si le gérant commet une faute, on peut se retourner contre le patrimoine personnel du gérant. Et si le gérant est marié, dans ce cas de figure, pour toutes les sociétés de capitaux, justement, qui ont été créées pour éviter ce genre de désagrément, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné, mais la forme de société qu'on choisit, société familiale, société, ils appellent ça SAPA, donc regroupements familiaux, ou bien personnes qui mettent leurs biens communs pour créer une société, les biens personnels, ou sociétés par action, qui sont justement, comme l'a dit Maître Monzanza, des personnes juridiques, donc qui ont une autre personnalité bien différente des personnes morales que nous sommes. Les créanciers ne peuvent s'attaquer qu'au capital et à la richesse créée par l'entreprise. Tout ce qui est bien personnel est désengagé en cas de faillite, etc. Voilà. Donc ici, en tout cas, pour ma part, la seule exception que je connais pour ce genre d'entreprise, c'est lorsqu'il y a une faute du gérant. Et à ce moment-là, s'il y a une faute du gérant, eh bien, ici, en tout cas, en droit belge, on peut se retourner sur le patrimoine commun. Moi, je voulais revenir sur un point qu'a souligné M. Camden. C'était donc, si je ne me trompe, c'était par rapport à la société qui est créée par le couple. Donc, les deux sont propriétaires des parts de la société. Et en cas de divorce, en cas de liquidation, effectivement, elle pourrait exiger qu'on vende la société et donc mettre aussi un terme à la société en question. C'est un risque qui existe. Il y a des couples qui ont été entrepreneurs et quand ils se sont séparés, il y en a qui n'ont pas voulu racheter la part et la société a été revendue. Donc ça aussi, ce sont des éléments concrets, des choses qui se font. Donc une entreprise peut être mise à mal lorsque les actionnaires principaux sont un couple. Moi, j'aurais une demande pour vous, mais là, on parle de divorce, mais il y a plusieurs types de séparation. En cas d'annulation de mariage, mais vous avez mis des biens en commun, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne parle que des divorces, mais il y a plusieurs formes de séparation. Oui, mais l'annulation du mariage n'est pas une séparation. L'annulation du mariage veut dire que le mariage n'a jamais existé. Et il est dans certains cas. Et c'est pas, comment dirais-je? Pour les biens mis en commun, qu'est-ce qui se passe? Pour les biens mis en commun, ben, ils vont retourner dans le patrimoine de chacun. Mais il y a un délai pour l'annulation, hein, de toute façon. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'on puisse obtenir la nullité du mariage. Que le mariage n'ait jamais existé, donc tout ce qui a été mis en commun doit retourner dans le patrimoine de chacun. C'est comme si dans quelles circonstances est-ce qu'on peut parler d'annulation du mariage, Maître Manzanza? Comment annuler quelque chose qui n'a jamais existé? C'est une invention juridique. Parce qu'on ne sait pas, c'est purement juridique, c'est une création juridique. C'est dire qu'en fait, il y a eu un mensonge tellement gros que je ne pouvais pas être d'accord de me marier avec cette personne. Par exemple, on va prendre un cas simple. Monsieur Camden a dit il y a des femmes qui arrivent et tout pour escroquer les hommes ou des hommes qui viennent pour escroquer les femmes. Alors, un des deux comme ça, dans le cas de figure, se retrouve en bigamie ou bien en bigamie, voilà, parce que la bigamie, elle est interdite partout, je présume.
Donc, en cas de Euh, bigamie, mais il y a eu des biens mhm. communs de part et d'autre mis pour créer une société. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est aussi une En tout cas, situation intéressante. c'est une situation Beaucoup intéressante, de mais dans mon femmes droit, investissent sur des hommes, beaucoup d'hommes investissent sur des femmes et puis se réveillent un matin. Ah, ben tiens, elle est encore mariée, elle n'a jamais divorcé de son ex, l'acte de naissance s'était perdu, a été brûlé, de mariage, L'acte de pardon. Donc, mariage. que ce soit l'homme qui découvre la femme encore mariée ou la femme qui découvre l'homme encore marié. Entre-temps, ils ont créé cette société, ils ont des biens en commun. Qu'est-ce qui se passe? là, Maître, on vous écoute. c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Mais en pratique, ici, en tout cas, en Belgique et en Occident, les cas de bigamie, c'est vraiment très rare, puisqu'il y a un registre de la population. On demande aux gens de produire leurs certificats de célibat et autres. Mais ça n'empêche que ça peut arriver. La question est, comment est-ce qu'on réagit si on a effectivement investi? Alors, ce qui se passe en termes en termes de réflexion juridique, c'est le mariage le plus ancien qui est valable. Donc, le mariage contracté après est déclaré nul. À ce moment-là, ben, se retrouve dans une situation de nullité. Il va falloir remettre les patrimoines dans leur pristine état. Il faut remettre au propriétaire du patrimoine, son investissement. Ça, c'est un point de vue. Et de l'autre côté, la personne, la femme ou l'homme qui aurait été lésé dans l'histoire peut toujours demander d'être indemnisé par rapport à ce genre de situation. Si elle a connu un préjudice, peut toujours demander une indemnité outre le fait qu'elle reprenne son patrimoine. Mais ce n'est pas un cas de divorce ou de fin de mariage. C'est une situation exceptionnelle, c'est une nullité, donc on fait comme si rien n'avait existé. Tandis que la séparation et le divorce sont deux choses différentes. La séparation, c'est un processus où on n'est plus ensemble économiquement ou même physiquement. Et le divorce, c'est la fin d'un mariage. C'est pas parce qu'on est séparé qu'on n'a plus de droits. Donc, un couple séparé peut exiger des droits et des devoirs de l'autre, tout simplement. Mais un divorce, c'est la mort, tout simplement, juridique d'un couple. Donc, être séparé, ça n'est pas fin à des droits ni à des obligations. Ok, merci, Maître Manzanza. Évrard Kamdem, donc là, nous sommes arrivés presque au terme de cette émission. Un dernier tour de table pour conclure avec vous, Évrard Kamdem. Voilà. Bon, déjà, moi, je dirais comme ça que mon souhait serait que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, les Africains puissent de plus en plus se mettre ensemble et se marier parce que le mariage est une bonne chose, c'est une institution divine, n'est-ce pas, qui permet n'est-ce pas, de mieux grandir notre famille, n'est-ce pas, et aussi de mieux éduquer les enfants. Mais sauf que le capitalisme aujourd'hui et le système occidental a beaucoup plus détruit ces valeurs-là en prônant certaines choses comme le féminisme et autres. Donc, comme ça, moi, je pense qu'à mon humble avis, pour pouvoir régler le problème, ce problème d'abord, tout part d'abord de la culture. Il faudrait que nos femmes africaines puissent être dans la culture africaine, c'est-à-dire d'être soumises et calmes. Et de là, n'est-ce pas, les hommes aussi feront des compromis afin qu'ensemble, nous pourrons mieux s'occuper de nos femmes et aussi en retour, nos femmes pourront mieux nous donner notre respect. Et je pense que dans ce sens-là, n'est-ce pas, nous n'aurons pas à pouvoir signer comme ça des engagements sur court terme pour le mariage parce que l'homme africain, c'est quelqu'un qui aime beaucoup donner, c'est quelqu'un qui aime beaucoup apporter. Mais sauf que la société a beaucoup plus castré les hommes, ce qui fait que les hommes ont peur de se marier et fuient le mariage de nous. Donc, comme ça, je prônerais plus de retour à nos valeurs ancestraux, si je peux dire comme ça. Et comme ça, il y aura plus de mariages et la communauté africaine sera vraiment plus heureuse. Et on aura moins de divorces et plus d'enfants et plus de familles. Ok, merci Évrard Kamdem. Bon, c'est moi Évrard, qui vous donc, remercie. ouais, merci beaucoup. Il interpelle justement sur les valeurs africaines pour la suite. Donc, on va revenir avec Délicia. Un mot pour la fin, une petite conclusion.
Ben, je vais surfer sur la vague créée par mon collègue, mon confrère frère, et voilà, mon mentor. Et je vais lui dire, d'accord, bah, la femme africaine, elle aimerait aussi que l'homme retourne à ses traditions d'homme africain de pourvoyeur. Parce que l'homme africain, avant, il savait qu'il apportait, il devait apporter, et ça se discutait même pas. Aujourd'hui, les hommes veulent des femmes qui apportent aussi leur part. Ben, quand quelqu'un apporte sa part, il a son mot à dire. Les femmes étaient soumises parce qu'elles n'avaient rien et c'était l'homme qui donnait. Donc, vu qu'on donne à deux, il faut aussi tenir compte de la vie de l'autre. Le mariage, c'est une complicité, c'est une collaboration. Ce n'est pas parce que madame est à la maison, déjà de par son travail, faire trouver une maison propre, parfumée, des enfants bien éduqués, etc. Ben, c'est tout un boulot. Hein? C'est un autre boulot, autre que produire de l'argent. Donc, respectez vos femmes, respectez le travail qu'elles font pour vous. Vos vêtements bien repassés, parfumés, qui font en sorte que d'autres femmes vous admirent dehors, c'est tout un travail. Avoir un repas équilibré, un repas sain qui vous donne des forces pour pouvoir produire, c'est tout un travail. Donc, respectez-nous, femmes traditionnelles, pour qui nous sommes. Rendez-nous notre place parce que vous avez tellement peur de nous que vous nous diabolisez et vous nous faites du mal, même sans vous en rendre compte. D'accord? Rendez-nous notre place de femme et nous, on va vous rendre votre trône. Parce que, comme je dis souvent, la vraie terreur de la savane, ce n'est pas le lion, c'est la lionne. Le grand travail que fait le lion, c'est séduire la lionne. Mais une lionne alpha ne s'incline que devant un lion alpha. Ceci est mon mot de fin. Merci énormément, Délicia, en espérant que Évrard Kandem, les autres hommes vous ont bien écouté. Donc, on va revenir avec Anne Manzanza, notre spécialiste du jour. Un mot pour la fin, s'il vous plaît. Il sera bref. Choisissez bien. Choisissez bien. J'ai pas bien compris. Choisissez bien, faites le bon choix avec qui vous comptez vous associer, que ce soit en business, en amour ou en famille, choisissez bien. Voilà. D'accord. Ok, merci maître, merci notre spécialiste, merci à Évrard Kamdem, merci à Délicia, merci à nos chers téléspectateurs. Suivez le conseil de maître Anne Manzanza, choisissez bien, choisissez la bonne personne. Donc, nous sommes rendus donc au terme de cette émission. Donc, comme on vous l'a promis, toutes les semaines, on reviendra. Nous sommes vendredi aujourd'hui. En espérant que les choses se passent bien, on va se retrouver le mardi prochain pour un thème encore et beaucoup plus croustillant, toujours pour vous servir avec Vision Channel Africa. Je suis Armelle Pifo. Merci à Tabgue Pierre Sona. Merci à toute l'équipe et à très, très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Au revoir, Armelle. Au revoir. Au revoir. Bye bye.